Histoire 10 des nouvelles de Lucy Maud Montgomery, 1896-1901. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Pour plus d'informations ou pour devenir bénévole, veuillez visiter LibriVox.org. Enregistrement par Courtney Sandu. Nouvelles de Lucy Maud Montgomery, 1896-1901, par Lucy Maud Montgomery, l'amoureux de Myriam. J'avais lu une histoire de fantôme à Madame Sefton, et je l'ai posée à la fin avec un petit haussement d'épaule de mépris. Quelle absurdité, dis-je. Madame Sefton hocha la tête distraitement sur son ouvrage de fantaisie. Autrement dit, c'est une histoire véritablement banale. Je ne suis pas convaincue que les esprits des défunts prennent la peine de revisiter les reflets de la lune dans le but d'effrayer les honnêtes mortels, ou même pour errer dans leur lieu favori de leur existence charnelle. S'ils apparaissent un jour, cela doit être pour une raison plus valable que cela. Vous ne pensez sûrement pas qu'ils apparaissent vraiment? Dis-je avec incrédulité. On n'a aucune preuve qu'ils n'existent pas, chère. Certainement, Mary, m'exclamai-je. Tu ne veux tout de même pas dire que tu crois réellement que les gens peuvent véritablement voir des esprits ou des fantômes, comme on le raconte. Je n'ai pas dit que j'y croyais. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit de ce genre. Je ne crois ni ne doute. Mais vous savez, des choses étranges arrivent parfois, des choses inexplicables. Du moins, c'est ce que disent des gens que vous savez honnêtes. Bien sûr, ils peuvent se tromper, et je ne pense pas que tout le monde puisse voir les esprits non plus, à supposer qu'ils puissent être vus. Cela nécessite des personnes d'une certaine organisation, avec un œil spirituel, pour ainsi dire. Nous n'avons pas tout cela. En fait, je pense que très peu d'entre nous l'ont. Je suppose que vous pensez que je dis des bêtises. Oui, c'est exact. Tu me surprends vraiment, Mary. J'ai toujours pensé que tu étais la toute dernière personne à adopter de telles idées. Quelque chose a dû capter votre attention pour former de telles théories dans votre esprit pratique. Dites-moi ce que c'était. Pourquoi? Vous resteriez aussi sceptique que toujours. Peut-être pas. Essayez-moi. Je pourrais être convaincue. Non, répondit calmement Madame Sefton. Personne n'est jamais convaincu par des oui-dire. Lorsqu'une personne a vu un esprit ou pense l'avoir vu, elle y croit dès lors. Et quand quelqu'un d'autre est intimement lié à cette personne et connaît toutes les circonstances, eh bien, il admet la possibilité. Au minimum, c'est ma position. Cependant, lorsque cela parvient à une troisième personne, un étranger, cela perd de son impact. D'ailleurs, dans cette situation particulière, l'histoire n'est pas excessivement captivante. Cependant, elle demeure authentique. Vous avez éveillé ma curiosité. Vous devez me raconter l'histoire. Eh bien, dites-moi d'abord votre avis. Imaginons que deux personnes, toutes deux des êtres profondément sensibles, s'aiment d'un amour qui est plus puissant que la vie elle-même. Pensez-vous qu'il serait possible que leurs âmes communiquent entre elles de manière inexplicable s'ils étaient séparés? Et si quelque chose arrivait à l'un, ne pensez-vous pas que cet être pourrait et voudrait le faire savoir à l'esprit de l'autre? Tu vas vraiment trop loin pour moi, Mary, dis-je en secouant doucement la tête. Je ne suis pas une experte en télépathie, ou peu importe comment vous l'appelez, mais je n'y crois pas. En fait, je trouve tout cela absurde. Je suis sûre que vous pensez de même dans vos moments rationnels. Je suppose que tout cela est véritablement absurde, dit lentement Madame Sefton. Mais si vous aviez passé un an entier dans la même maison que Myriam Gordon, vous auriez été contaminé à ceci. Ce n'est pas qu'elle avait des théories, du moins elle ne les exprimait jamais si elle en avait, mais il y avait simplement quelque chose chez elle qui donnait à une personne des impressions étranges. La première fois que je l'ai rencontrée, j'ai eu l'impression la plus étrange qu'elle n'était que pur esprit, une âme, si vous voulez, sans chair. Quoi qu'il en soit, ce sentiment s'est estompé après un certain temps, mais elle ne m'a jamais paru comme les autres. Elle était la nièce de M. Sefton. Son père était décédé quand elle était enfant. Quand Myriam avait 20 ans, sa mère s'était remariée et était partie en Europe avec son mari.
Myriam est venue vivre avec nous pendant leur absence. À leur retour, elle devait elle-même se marier. Je n'avais jamais rencontré Myriam auparavant, et son arrivée était tout à fait inattendue. J'étais absent quand elle est arrivée. Je suis rentré le soir, et quand je l'ai vue pour la première fois, elle se tenait sous le lustre dans le salon. Parler des esprits. Pendant 5 secondes, j'ai cru en avoir vu un. Myriam était une beauté. Je le savais déjà, bien que je pense que je ne m'attendais guère à voir une telle merveille. Elle était grande et extrêmement gracieuse. Sombre ses cheveux l'étaient, mais sa peau était claire et lumineuse. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle avait un front haut, d'un blanc pur, avec des sourcils droits, fins et noirs. Son visage était de forme ovale, avec de très grands yeux profondément sombres. J'ai rapidement réalisé que Myriam était, d'une manière mystérieuse, différente des autres personnes. Je pense que tout le monde qui l'a rencontrée a ressenti la même chose. Pourtant, c'était un sentiment difficile à définir. Pour ma part, j'avais simplement l'impression qu'elle appartenait à un autre monde. Et qu'une partie du temps, son esprit, vous savez, semblait être de retour là-bas. Vous ne devez pas supposer que Myriam était une personne désagréable à avoir dans la maison. Au contraire, c'était tout le contraire. Tout le monde l'aimait. Elle était l'une des filles les plus adorables et charmantes que j'ai jamais connues, et je me suis vite mise à l'aimer profondément. Quant à ce que Dick appelait ses bizarreries, eh bien, nous nous y sommes habitués avec le temps. Myriam était fiancée, comme je vous l'ai dit, à un jeune homme de Harvard nommé Sidney Claxton. Je savais qu'elle l'aimait très profondément. Quand elle m'a montré sa photographie, j'ai aimé son apparence et je l'ai dit. Puis j'ai fait une remarque taquine sur ses lettres d'amour, juste pour plaisanter, vous savez. Myriam m'a regardé avec un petit sourire étrange et a dit rapidement « Sidney et moi ne nous écrivons jamais. » « Pourquoi, Myriam ?» m'exclamai-je avec étonnement. « Veux-tu dire que tu n'as jamais de nouvelles de lui ?» « Non, je n'ai pas dit ça. J'entends parler de lui chaque jour, à toute heure. Pas besoin d'écrire des lettres. Il y a de meilleurs moyens de communication entre deux âmes en parfaite harmonie. »« Myriam, étrange créature, que veux-tu dire ?» ai-je demandé. Mais Myriam a seulement esquissé un autre sourire étrange et n'a pas répondu du tout. Quelles que soient ses croyances ou ses théories, elle ne les discutait jamais. Elle avait l'habitude de se plonger dans des rêveries abstraites. À tout moment ou en tout lieu, peu importe où elle se trouvait, cela, quoi que ce soit, la prenait. Elle s'asseyait là, peut-être au milieu d'une foule joyeuse, et regardait droit dans le vide sans entendre ni voir quoi que ce soit de ce qui se passait autour d'elle. Je me souviens d'un jour en particulier où nous étions en train de coudre dans ma chambre. J'ai levé les yeux et j'ai vu que le travail de Myriam était tombé sur son genou. Elle se penchait en avant, les lèvres entr'ouvertes, les yeux levés avec une expression surnaturelle. « Ne regarde pas comme ça, Myriam, dis-je en frissonnant un peu. On dirait que tu vois quelque chose à des milliers de kilomètres. » Myriam sortit de sa transe ou de sa rêverie et dit doucement « Comment sais-tu que je ne l'étais pas ?» Elle inclina la tête 1 minute, puis elle la releva et me regarda avec une contraction soudaine de ses sourcils droits, trahissant de l'agacement. « J'aurais préféré que tu ne me parles pas alors, dit-elle. Vous avez interrompu le message que je recevais. Je ne le recevrai plus du tout maintenant, Myriam, ai-je supplié. Je souhaite tellement, ma chère fille, que tu ne parles pas ainsi. Cela fait penser aux gens qu'il y a quelque chose d'étrange chez toi. Qui dans le monde t'enverrait un message comme tu l'appelles, Sidney? Myriam a simplement déclaré que c'était des absurdités. Tu crois que ce sont des absurdités parce que tu ne comprends pas? Fut sa réponse posée. Je me souviens d'un autre moment où un visiteur est venu et nous avons discuté des fantômes et ce genre de choses, et je suis sûre que nous avons tous dit de belles bêtises. Myriam n'a rien dit sur le moment, mais quand nous étions seuls, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. « Je pensais que vous parliez juste pour passer le temps, » répondit-elle de façon évasive. « Mais Myriam, crois-tu vraiment que les fantômes puissent exister? Je n'aime pas ce mot. »
Eh bien, des esprits alors, pour revenir après la mort ou apparaître à quelqu'un en dehors de la chair. Je vais vous expliquer. Si quelque chose survenait à Sydney, s'il devait décéder ou être assassiné, il viendrait en personne me l'annoncer. Un jour, Myriam est descendue déjeuner, l'air pâle et inquiète. Après que Dick soit sorti, je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas. Quelque chose est arrivé à Sydney, répondit-elle. Un accident douloureux, je ne sais pas quoi. Comment le sais-tu? Ai-je crié. Puis, voyant son regard étrange, j'ai ajouté rapidement. Tu n'as pas reçu d'autres messages surnaturels, n'est-ce pas? Sûrement, Myriam, tu n'es pas si naïve pour y croire. Je sais, répondit-elle vite. La croyance ou l'incrédulité n'ont rien à voir avec ça, vous. Oui, j'ai reçu un message. Je suis informée qu'un accident est survenu à Sydney. C'est douloureux et embarrassant, mais pas particulièrement dangereux. Je ne sais pas ce que c'est. Sydney m'écrira quand ce sera absolument nécessaire. La communication aérienne n'est pas parfaite, dis-je malicieusement, mais voyant son inquiétude, j'ajoutai « Ne t'inquiète pas, Myriam, tu pourrais te tromper. » Eh bien, 2 jours plus tard, elle a reçu une note de son amant, la première que je l'avais jamais vue recevoir, dans laquelle il disait qu'il avait été jeté de son cheval et s'était cassé le bras gauche. Cela s'était produit le matin même où Myriam avait reçu son message. Myriam était avec nous depuis environ 8 mois, lorsqu'un jour elle est entrée précipitamment dans ma chambre. Elle était très pâle. Sydney est sérieusement malade. Que devrais-je faire? Je savais qu'elle devait avoir reçu un autre de ces messages ou pensées abominables qu'elle avait, et en me souvenant vraiment de l'incident du bras cassé, je ne pouvais pas être aussi sceptique que je prétendais l'être. J'ai tenté de la réconforter, sans succès. 2 heures après, elle reçut un télégramme de l'ami d'université de son amant disant que M. Claxton était très malade de la fièvre typhoïde. J'étais très inquiet pour Myriam. Les jours suivants, elle était en deuil et s'inquiétait sans cesse. Un de ses soucis était qu'elle ne recevait plus de messages. Elle disait que c'était parce que Sydney était trop malade pour en écrire. Quoi qu'il en soit, elle devait se contenter des moyens de communication utilisés par les mortels ordinaires. La mère de Sydney, qui était partie pour le soigner, écrivait tous les jours, et enfin de bonnes nouvelles sont arrivées. La crise était passée, et le médecin présent pensait que Sydney se rétablirait. Myriam semblait être une nouvelle personne et retrouva rapidement son entrain. Pendant 1 semaine, les nouvelles restèrent favorables. Un soir, nous sommes allés à l'opéra pour écouter une célèbre prima donna. De retour à la maison, Myriam et moi étions assis dans sa chambre à discuter des événements de la soirée. Soudainement, elle s'est redressée avec une sorte de frisson convulsif, et simultanément, vous pouvez rire, mais le sentiment le plus horriblement intense m'envahit. Je n'ai absolument rien aperçu, mais j'ai simplement ressenti qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un d'autre dans la pièce avec nous. Myriam fixait intensément droit devant elle. Elle se leva lentement et tendit ses mains. « Sydney, dit-elle, puis elle s'effondra sur le sol, évanouie. J'ai crié, car Dick a sonné la cloche et s'est précipité vers elle. En quelques minutes, toute la maison était en émoi. Dick est parti en hâte chercher le médecin, car nous ne pouvions pas réveiller Myriam de son évanouissement mortel. Elle paraissait morte. Nous avons travaillé sur elle des heures. Elle sortait de son évanouissement un instant, nous regardait avec des yeux vides, puis retombait en frissonnant. Le médecin a parlé d'un choc effroyable, mais j'ai gardé mes réflexions pour moi. À l'aube, Myriam est enfin revenue à la vie. Quand elle et moi fûmes seuls, elle se tourna vers moi. « Sydney est décédée, dit-elle avec douceur. Je l'ai aperçue juste avant de perdre connaissance. » J'ai levé les yeux, et il se tenait là, entre toi et moi. Il était venu pour nous dire ses adieux. Que dire? Presque pendant que nous étions en train de discuter, un télégramme est arrivé. Il était mort. Il était décédé à l'heure même à laquelle Myriam l'avait aperçu. Madame Sefton s'arrêta et la cloche du déjeuner sonna. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-elle en se levant. « Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser, répondis-je.
Livre audio de l'amant de Myriam, enregistré par Courtney Sandow.